Bonjour et bienvenue dans Les 4V, Ségolène Royal. Vous Bonjour. publiez donc ce livre, Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu. Alors je vais vous lire, J'ai choisi de structurer ce livre en me demandant comment l'action politique pourrait reconquérir le cœur des peuples et de placer la politique sous la protection de l'amour. Dans une époque qui semble ériger le cynisme en vertu cardinale, on se dit qu'écrire Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu, c'est soit très osé, soit très naïf, soit complètement hors sujet. Pourquoi ce choix, Ségolène Royal ? Ce choix, il est né de l'effondrement des tendresses pendant le confinement. Ouais. Et d'ailleurs, je commence par le récit d'une visite à ma maman qui était dans un EHPAD, qui a quitté ce monde peu de temps avant le confinement d'ailleurs. Et j'arrive pour la voir et elle me dit « Mais est-ce que tu as prévenu que tu venais ?» Et je lui dis « Oui, j'ai prévenu. » Et elle me dit en éclatant de rire « Ah, je comprends, on m'a nettoyé de fond en comble jusqu'entre les doigts de pied. » Et j'ai accompagné cette vie, j'ai pas envie de dire de fin de vie, c'est-à-dire à une période où les très anciens deviennent fragiles comme du cristal, Ouais. où tout les bouscule, et on vient pour les accompagner, et puis à un moment on se rend compte que ça nous fait du bien aussi à nous. Et au fond, on accomplit des gestes qu'on n'avait même pas imaginé accomplir. Ça vous a réveillé, vous aussi, en sa quelque maman, sorte ? alors qu'on est caressé quand on vient au monde par sa mère. Et en fin de vie, on la caresse, on lui dit qu'on l'aime, etc. Et quand le confinement s'est abattu sur les gens, et en particulier sur les EHPAD, j'ai vécu viscéralement ce moment d'angoisse. J'ai vu l'affolement dans la solitude des anciens. J'ai vu la souffrance des familles qui ne pouvaient pas rendre visite à leurs parents ou leurs grands-parents, qui ont été privés aussi de l'accompagnement et des obsèques, avec des traumatismes, je pense, durables. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que la politique était devenue aussi inhumaine et aussi cruelle, et que ce n'était pas une fatalité. Ouais. Et vous n'avez pas assez de mots assez durs avec les politiques. Vous décrivez notamment un monde où les comptables ont totalement remplacé les humanistes. Oui. Vous écrivez aussi la politique est souvent obsédée par ce qui l'a précédée. Elle est une agitation destructrice. Vous faites un constat, mais on a envie de vous dire, mais ça fait des décennies que vous y êtes dans la vie politique. Vous avez été ministre, vous avez eu les plus hautes fonctions dans ce pays. C'est quoi ? Ça a été un électrochoc, ce confinement ? Il y a eu un avant, un après. Ça vous a réveillé, vous aussi, en quelque sorte ? Je pense vous avez raison, il y a une accumulation de chocs depuis des années, puisqu'il y a une destruction systématique avec la mondialisation financière et la loi féroce du profit immédiat. Il y a eu une destruction depuis maintenant plusieurs années de ce qui fait le modèle français, de ce qui fait notre solidarité, de ce qui fait notre sécurité sociale. Ouais. Et je m'inscris d'ailleurs dans la continuité de Stéphane Hessel qui vous dit... le citez beaucoup, oui, sur les parce livres que Indignez-vous. c'est tellement d'actualité encore ce qu'il a dit, lui qui a été un fondateur de la sécurité sociale. Il dit, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics nous disent qu'il n'y a plus de moyens pour consolider les acquis sociaux et même pour les renforcer, alors que la France a aujourd'hui beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'argent qu'à la Libération, où on n'avait rien et où pourtant on a créé la sécurité sociale. Et donc c'est ce patrimoine commun qu'il faut absolument défendre. Et je pense en effet qu'avec vous savez, une nation... un peuple, c'est comme une famille. Oui. C'est comme une famille. Pour faire grandir une famille, qu'elle soit heureuse, qu'elle s'épanouisse, qu'elle conquiert son autonomie, il faut de l'amour, il faut un projet, il faut l'encourager, il faut de la justice. Sauf que là, c'est une famille qui ne s'entend pas très très bien. Alors, ce n'est pas un essai philosophique, c'est bien un livre qui est politique et très ancré dans l'actualité. Mais il ne faut pas de la cruauté, vous voyez. Non, vous parlez de la réforme des retraites, justement, pas de la cruauté. Et vous dites que cette réforme, elle a été... construite avec cruauté. Oui. Ce texte, il a été voté par le Sénat ce week-end. Est-ce que vous parleriez, comme Laurent Berger, à ce sujet d'une crise démocratique ? Oui, c'est une grave crise démocratique. D'ailleurs, moi, je voudrais rendre hommage à ceux qui descendent dans la rue, qui perdent leur salaire, qui prennent sur leur temps pour essayer de résister à ce basculement, à ce déclassement, à ce déclin. Vous êtes allé manifester, vous ? Non, parce que je ne vais pas manifester en général pour les raisons d'abord de sécurité, puis je ne veux pas récupérer non plus un mouvement social, mais je suis de tout cœur avec eux. Et comment on en sort maintenant ? Parce que je vais vous dire pourquoi il y a 80% des Français qui sont contre cette réforme. Parce que ça va au-delà de la question de la défense des retraites, qui est déjà importante. Pourquoi prendre encore un coup sur la tête après le confinement, après la crise de l'inflation, après la petite épargne aujourd'hui qui est spoliée, puisqu'avec la hausse des taux d'intérêt, les banques ne rémunèrent pas l'épargne au niveau de l'inflation. Donc il y a tout un système où les Français ont parfaitement compris qu'il n'y a pas de besoin de financement pour les retraites. Il y a juste un besoin d'une plus juste répartition des ressources. Et ce qui est en jeu dans la défense
des manifestations et de l'hostilité des Français. Ce qui est en jeu, c'est la défense du modèle social français et le refus du déclassement. Et ça, c'est très important. Et Mais donc là- la crise démocratique, oui, Oui. elle est là. Et j'espère que ce n'est pas terminé. J'espère qu'il va y avoir une initiative au Parlement, puisque Comment on en sort? on en sort, je pense, par un référendum, puisqu'il y a une Mais le initiative. gouvernement ne veut pas. Le gouvernement ne veut pas, mais dans la Constitution, il y a un référendum d'initiative partagée Ouais. qui existe, qui doit être signé par 1/5 des membres du Parlement, appuyé par 1/10 des électeurs C'est inscrits. beaucoup, hein. Ça fait Ça fait 185 parlementaires et ça fait 4 millions 4 et demi de millions, personnes à peu oui, près. qui mais doivent- est-ce que l'enjeu n'en vaut pas la peine? Hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que la défense de cette protection sociale et l'idée de se dire il y a un autre modèle de développement possible pour la France et l'idée de refuser aussi pour les jeunes, parce que ce qui m'a aussi motivé dans ce livre, c'est de constater qu'aujourd'hui, pour la première fois, on a des jeunes qui vous disent mais à quoi bon mettre des enfants Ouais. au monde Vous avez par cette rapport à phrase la crise terrible, hein. Une alerte doit être entendue, celle qui fait dire à certains jeunes que si ce monde reste ce qu'il est, il serait insensé d'y faire naître des enfants. Et C'est et- dur de rester optimiste avec ça, non? Et puis c'est pas. Oui, mais je reste optimiste parce que je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Ouais. C'est redonner une espérance aux jeunes pour qu'ils aient envie à leur tour d'avoir des enfants. C'est quand même un projet de société absolument majeur. Et quand vous considérez aujourd'hui que la baisse du nombre de naissances nous remet au niveau de la France de 1946, c'est-à-dire avant tous les efforts de politique familiale, parce qu'il y a un écroulement des services publics, ça n'est pas acceptable. Donc il faut vraiment un sursaut et il faut vraiment remonter la pente. Et je ne comprends pas que, par exemple, les centristes qui traditionnellement se disent humanistes ou même le gaullisme social aient pu voter la destruction du système, la baisse des retraites. C'est Donc vous proposez incompréhensible. un référendum d'initiative partagée, Oui, que parce que je pense que qu'il les faut parlementaires sortir s'en saisissent. de la pénurie. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une pénurie de santé, une pénurie d'éducation, une pénurie d'énergie. Je raconte d'ailleurs, je révèle dans ce livre la circulaire qui a été envoyée, où on dit au préfet de mentir pour faire croire aux gens Pour qu'on leur va faire leur peur, couper c'est le ce que vous courant, alors que expliquez, c'était complètement faux. C'est-à-dire la politique par la peur et la politique par la menace ou par le pire est devant nous, c'est quelque chose qui est inacceptable. Vous évoquez aussi la guerre. Le monde entier découvre médusé et en colère, je vous lis encore, hein, les milliards qui arrivent pour les armes alors qu'ils étaient introuvables pour lutter contre les désastres du dérèglement climatique, contre la misère, contre le manque d'écoles ou encore pour l'énergie, l'agriculture et l'industrie, et donc contre les migrations massives générant conflits armés et terrorisme. Il ne fallait pas dépenser tout cet argent pour aider l'Ukraine, Ségolène Royal? Il fallait anticiper, surtout. Comme dit le pape François dont vous venez de parler, vous savez, la guerre, c'est la pire des choses que l'humanité peut se faire à elle-même. Vous dites qu'il n'est pas Donc, trop tard pour se ressaisir et terminer cette guerre en pensant aux Bien aspirations des peuples. Mais il Bien ne vous a sûr, pas tous échappé les que dans peuples- cette guerre, il n'y a qu'un seul agresseur, c'est Vladimir Oui, Poutine. bien sûr. C'est Donc pour ça dur à c'est pour anticiper, ça que ça. la médiation est difficile. Ouais. C'est pour ça qu'elle n'est possible que si l'Ukraine en est d'accord. C'est pour ça qu'il faut aider l'Ukraine aussi à se remettre autour de la table. C'est pour ça que la responsabilité des pays qui sont membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les États-Unis, la France et la Chine, par exemple, pour une fois, pourraient se mettre ensemble pour essayer de pousser en avant Mais là, on a une dépensé trop médiation. d'argent pour l'Ukraine, pour dire les choses clairement. Non, parce que là, maintenant, les choses sont faites, si vous voulez, mais On n'a plus le choix. il faut y penser avant. C'est-à-dire, Ouais. on le savait qu'il allait y avoir cette agression. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de déploiement des forces d'interposition, de casques bleus sur la frontière pour empêcher l'agression? Par exemple, la question de la prévention des crises et de la prévention des guerres, c'est un sujet majeur qui, aujourd'hui, n'est pas clairement posé et qui doit être une priorité au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous parlez aussi du populisme. Je n'utilise jamais ce mot, écrivez-vous, Non. parce qu'il y a peuple et que j'y sens une sorte de condescendance, une sorte de snobisme. En fait, ce mot populisme est celui d'une pensée politique à bout de souffle, une paresse intellectuelle. Sauf que vous l'avez déjà utilisé, vous, ce mot populisme. Ça vous est arrivé? Non, si, jamais ouais. de façon péjorative. Après le discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble, le discours de Grenoble, vous dites « L'intervention du président Sarkozy marque une nouvelle étape dangereuse et indigne dans une surenchère populiste et xénophobe ». C'est vous, ça, Oui, mais peut-être juillet 2010. associé peut-être à xénophobe. Oui, peut-être. C'est pas un peu la Mais- méthode Ségolène Royal, ça? On fonce, on se dit ce qui est aussi une qualité, mais on se dit, on y va au bulldozer, et on se dit, bon, ça passera, quitte à s'arranger un peu avec la vérité. Non, je ne crois Non pas. Je pense qu'il y a une volonté de sincérité. Et puis, c'est l'engagement de 30 ans de ma vie dans la politique. Et voir ce qu'elle devient, c'est de ne pas accepter de ce déclin et de se dire finalement que parler, écrire, c'est déjà agir. Ouais. Et c'est souhaiter. C'est pas un livre contre le pouvoir en place ou c'est pas un livre politicien. C'est un livre pour C'est un livre l'éveil de des projet C'est un livre pour l'éveil de non, c'est un livre pour l'éveil des consciences et de Ouais. se dire que parler, ça peut peut-être influencer ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités, qui ont une parcelle de pouvoir et qui doivent penser qu'on ne peut pas agir sans aimer le peuple Et français. justement, voyez, vous écrivez... sans donner de l'affection et sans se mettre à la place de ceux qui souffrent pour dire bah non, il y a une
une alternative. On dit souvent que dans l'amour, le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. L'attente amoureuse est un enchantement, écrivez-vous. On pourrait dire, en transposant la politique, que cet enchantement est le moment de la campagne électorale. Mais l'attente vaine conduit à un état de sidération, puis à la colère. Et enfin, le rejet peut remplacer l'amour déçu. C'est ainsi que plus on place d'espoir dans un pouvoir, plus le retour de flamme est sévère quand cet espoir est déçu, comme en amour. Est-ce que vous êtes une amoureuse déçue politiquement par Emmanuel Macron ? Je pense qu'il a de bonnes intuitions, mais qu'il ne va pas jusqu'au bout de ses intuitions parce qu'il est pris dans un système et dans une idéologie qui est une idéologie pernicieuse, au sens où il est convaincu que seule la privatisation peut régler les problèmes et que c'est meilleur que le service public. Il y a une forme d'aversion envers les services publics et envers l'État qui considère, et d'ailleurs la faillite de la banque des start-up devrait le rendre plus prudent. Vous voyez, la France n'est pas une start-up. Non, la France est une communauté de destin. Et je crois que la privatisation détruit beaucoup de choses. Regardez l'accident qui vient d'avoir lieu en Grèce, terrible accident de chemin de fer. On les a forcés, l'Europe les a forcés à privatiser leur compagnie de chemin de fer. Il y a eu un effondrement de la sécurité. Et partout où il y a la privatisation des services publics. Et donc, aujourd'hui, le fait de ne pas d'avoir donné ni consolation ni réparation au secteur de première ligne, en particulier à l'éducation et à la santé, qui attendent désespérément d'être remises à niveau et qui ne le sont pas parce que Emmanuel Macron pense que ça va permettre la privatisation de l'éducation et de la santé et que ça marchera mieux. Mais non, c'est notre patrimoine commun et nous devons absolument le défendre. Et lui, il doit comprendre qu'en aimant un peu plus les Français, la France et son histoire, il faut agir autrement. Merci Ségolène Royal. Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu. Livre publié aux éditions du Rocher qui sortira mercredi. Merci d'être venu nous voir. Merci.